Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui sont avec nous pour ce premier webinaire de la troisième saison des Rendez-vous des Mésis et bienvenue à ceux qui nous rejoignent en replay audio. Sachez que tous les replays seront disponibles pour chaque webinaire au fur et à mesure des mois, des thématiques qui seront abordées sur le site internet www.emesis.fr. Donc, pour ce premier webinaire que j'ai intitulé Démystifier l'invisible, on va parler de ce sujet très large de l'invisible, de la dimension invisible du vivant, qui est partout autour de nous, qui est explorée par la science, qui est expérimentée par chacun d'entre nous d'une manière plus ou moins consciente, plus ou moins étendue, mais que l'on soit conscient ou pas de ce qui se passe, on va dire, dans les coulisses de la vie, en quelque sorte, ça se passe. Et on en subit les effets, de toute manière, quelles que soient les croyances, quel que soit le degré de sensibilité, puisque, on va le voir, nous sommes en interaction constante avec l'invisible. Alors, je ne parle pas des bactéries, des virus, de tout ce qui est microscopique. Là, je parle vraiment de ce qui est encore plus subtil, au niveau, on pourrait dire, subatomique, qui constitue, on pourrait dire, la matière première de l'univers, qui est constituée de plusieurs énergies, et non pas d'une seule énergie, et qui nous constitue, donc, puisque nous sommes partie prenante de l'univers, donc qui nous constitue aussi, nous, êtres humains, les animaux, les végétaux, les minéraux, les astres, etc. Donc on va parler de tout ça. Je vais vous expliquer en quoi c'est intéressant de s'ouvrir à ces notions. Qu'est-ce qui se passe si on pourrait dire, si on fait fi un petit peu de toutes ces choses-là, quelles seront les conséquences? Est-ce qu'on peut vivre, on pourrait dire en quelque sorte, en moldu, toute sa vie, être tranquille, pas vu, pas pris. Voilà, je m'intéresse pas à ces choses-là et elles ne s'intéressent pas à moi. On va voir, on va explorer, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, et puis quels sont les moyens de éventuellement se protéger aussi s'il y a des dangers. Est-ce qu'il y a des dangers? Est-ce que tout le monde est beau, gentil? Est-ce que l'intelligence, est-ce qu'il y a une intelligence derrière? Est-ce qu'il y a des formes de vie intelligentes en dehors de ces énergies qui nous constituent? Et en quoi ces connaissances peuvent nous aider à mieux vivre au quotidien? Parce que quand même, c'est bien de s'intéresser à tous ces sujets, mais c'est bien de voir concrètement, d'une manière très pragmatique, comment ça s'inscrit au jour le jour dans nos vies, pour ne pas avoir en quelque sorte d'un côté sa vie, on pourrait dire profane, et puis de l'autre côté s'intéresser à ça, comme on dirait, voilà, je m'intéresse au football, je m'intéresse au tennis ou je m'intéresse à la peinture et puis je range mon chevalet et je passe à autre chose. On va voir que c'est quelque chose qui est là, présent, H24. Voilà. Donc, pour introduire ce webinaire, on va démarrer par euh, la, la question de qu'est-ce qui se passe si je ne considère pas, si je ne prends pas en compte l'invisible, ce qui se passe dans l'invisible. Eh bien, on va subir. Finalement, c'est le maître mot. Si je devais dire qu'une phrase, ce serait celle-là. On va subir les conséquences des influences, des pollutions et aussi des agressions qui sont, on va dire, subtiles, énergétiques, et qui vont engendrer du mal-être, qui vont engendrer des maladies, et qui vont altérer, dans une moindre mesure, notre libre arbitre. Voilà. Donc le pire, on va dire, c'est la maladie, le mal-être. C'est pas quelque chose
d'extraordinaire, hein. C'est pas une malédiction. La maladie, c'est quelque chose qu'on connaît, on a des médecins, on a des remèdes, on a différentes possibilités de s'en remettre, mais dans les causes, dans les origines des maladies et de certains mal-être, eh bien, les causes ne se situent pas nécessairement sur le plan biologique. L'origine première, on va dire, de manière plus précise que cause. Parce que effectivement, oui, il peut y avoir, et on peut le voir, à l'examen clinique, avec différents appareillages, différents types d'examens, constater, effectivement, vous avez telle anomalie au niveau, quand on fait une prise de sang, au niveau des glandes endocrines, etc. Et voilà pourquoi vous avez telle problématique, telle pathologie. Sauf que pourquoi est-ce qu'il y a ce déséquilibre au niveau des glandes endocrines, par exemple? Et à force de remonter de pourquoi en pourquoi, eh bien, on remonte de plan à plan et on arrive dans les plans subtils, voilà, qui nous concernent, qui nous intéressent ce soir. Et l'intérêt de s'y intéresser, on en parlera dans un instant, mais il est vraiment multiple et accessible. Alors, comment, quelles sont les maladies, quels sont les mal-être qui peuvent être concernés par ces interactions avec l'invisible? Eh bien, on a un petit peu de tout, parce que finalement, les conséquences sont multiples. Donc, si vous voulez des exemples, on aurait aussi bien la dépression que le burn-out, que une maladie type même un cancer, maladie auto-immune. Voilà, on a énormément de conséquences et dedans aussi des maladies dégénératives, chroniques et ainsi de suite. Sachant que bien évidemment, si on s'expose à une source de radiation très élevée, on va avoir une mutation des cellules et on va développer un cancer très rapidement. Là, c'est pas très subtil, hein. On ne va pas chercher s'il y a un esprit à côté de vous qui vous fait des misères. Hein. Là, vous mettez à côté d'une source d'exposition, de radiation, là, faut être réaliste. Hein. Là, évidemment, on a une cause matérielle directe. Le libre arbitre aussi est altéré. Je dirais que c'est la première chose qui est concernée, le libre arbitre. Sur tous les plans, sur tous les sujets sur lesquels il peut être engagé. Et mine de rien, c'est quand même quelque chose d'important parce que c'est ce qui nous permet de faire des choix libres. Donc si on n'a plus notre libre arbitre, nos choix sont altérés. Et quelque part, un choix qui est altéré est quand même, où je vais plutôt poser la question que donner mon avis, est-ce qu'un choix altéré, qui n'est pas libre, est encore valable, est encore valide? Est-ce qu'il parle de vous? Voilà. Qui fait ce choix? Donc c'est une question quand même très importante. Et on va bien sûr de la liberté de chacun. Si on va influencer quelqu'un dans son choix, hein, d'une manière consciente, parce qu'on veut obtenir quelque chose, eh bien, on se rend bien compte que la personne ne fait pas son choix par elle-même, mais parce que vous l'avez influencé, voire manipulé. Eh bien, ça se passe en permanence, sur les plans, par l'intermédiaire des plans subtils. Voilà. Et attention, une précision, quand je parle de ces plans subtils, n'allez pas tout de suite penser qu'il s'agit d'entités, d'esprits, etc. On n'est pas nécessairement dans l'ésotérique. Hein. Je parle du plan. Quand je parlerai du plan physique, après du plan au niveau des émotions, des pensées, etc. Voilà. Je désigne pas des personnes, des entités ou quoi, hein, spécifiquement. C'est juste que ça se passe sur ce plan-là. Ça se transmet par ce plan-là. Aussi, eh bien, on va subir notre propre fonctionnement interne et on va faire subir aux autres ce fonctionnement-là. Donc, on a des influences aussi en nous qui se situent sur ces plans-là de notre propre existence et qui vont nous influencer. Donc, il y a des choses qu'on ne voit pas,
Par exemple, vos propres pensées, si vous avez des pensées, des émotions récurrentes, vous savez, comme ah là là, il faut que je prépare cet examen, il faut que je prépare cet examen, il faut que je réussisse, c'est dans 6 mois, il faut que je révise, ou telle chose qui s'est passée, qu'on va ressasser, on va brouiller du noir, on va avoir des idées, des émotions qui vont tourner en boucle. Eh bien, ça va nous influencer très fortement à terme. Et ces idées, ces émotions, ce sont des masses d'énergie. Et vous voyez, c'est tout simple, ça n'a rien d'ésotérique. Il n'y a pas un petit fantôme derrière avec deux trous pour les yeux. Hein. C'est vraiment quelque chose de très concret qui nous concerne tous. Voilà. Et celles et ceux qui ont déjà reçu des soins énergétiques, que ce soit par moi ou par d'autres, eh bien, on travaille notamment là-dessus. Quand je dégage, quand je dis voilà, tiens, j'ai dégagé des formes pensées, des choses qui vous embrument, qui vous font un brouillard autour de vous, une espèce de smog. D'un seul coup, on se sent dégagé, on se sent mieux, voilà, on avait la tête lourde, on avait une chape sur la tête. Eh bien, même les gens qui ne comprennent pas ce que c'est, voire qui n'y croient pas, eh bien, ils se sentent d'un seul coup beaucoup mieux. Voilà. Donc, il peut y avoir dans les conséquences des névroses, des états compulsifs, notre ego, notre inconscient aussi, hein, qui rentre en ligne de compte. Tous les tocs, toutes ces choses-là viennent aussi de ces plans-là, voilà, de problématiques qui se situent dans l'inconscient et sur les plans subtils. Vous voyez, on a vraiment un lien avec des manifestations concrètes. On n'est pas sur la chaîne paranormale et est-ce que je vois un fantôme ou est-ce que je ne le vois pas. Vous voyez, c'est très important comment dire, pour ça je parle de démystifier l'invisible, parce que justement, dans l'invisible, il n'y a pas que ces notions ésotériques. Voilà. Il y a aussi ce dont je viens de parler. Et ça, c'est très important de le comprendre, parce que beaucoup de gens ont peur aussi à cause de la manière dont on aborde les choses, bien souvent. Et il faut savoir aussi que les énergies qui nous traversent depuis 3 ans, le contexte social, économique, politique, sanitaire, eh bien, induit énormément d'influence aussi. Du stress, un mélange des pensées, des émotions de toutes les personnes, multipliées par des millions de personnes, plus ceux qui veulent induire des idées auprès des autres, plus ces énergies dont on parlera au cours des webinaires, qui sont autour de nous, qui nous font travailler. Autant les énergies des astres, des planètes, hein, elles sont reconnues depuis des millénaires. Alors après, il y a des disciplines plus ou moins structurées, plus ou moins ésotériques qui se sont placées autour et plus ou moins sérieuses, mais comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, force est de constater que, ne serait-ce que les lunes, hein, on voit bien les mégatonnes d'eau que la Lune soulève par les marées. Donc ça a quand même une influence concrète, pourtant que la Lune, elle n'est pas là avec ses petits bras à tirer l'eau. Donc on voit bien que ça ne se voit pas, et pourtant c'est une action énorme. Et pas que sur l'eau, mais sur nous aussi, sachant que de toute façon, on est constitué à 80% d'eau, donc forcément, si ça a une action sur l'eau, ça a une action sur nous. Voilà. Mais pas que sur nos fluides, aussi sur nos émotions, sur notre fonctionnement. Et donc, toutes ces énergies qui nous traversent là depuis ces quelques années, plus la crise sanitaire, etc., eh bien, ça nous fait énormément travailler et ça nous ramène aussi à nous, ça nous brasse dans tous les sens et ce n'est pas fini, c'est que le début, c'est que les amuse-bouches, on en est à la première partie du hors d'œuvre. Hein. Donc, vous voyez, ça, là, la guerre en Ukraine, etc., ça continue, pour obtenir un résultat qui, espérons-le, va faire en sorte que les gens gagnent un petit peu quelques points dans leur conscience. Voilà, pour que les choses aillent mieux pour tout le monde. Donc, on est aussi dans les influences qui passent par l'invisible. Voilà. Chacun va mettre une explication. Moi, je propose celle-ci, mais chacun va mettre une explication, mais chacun va quand même constater qu'il y a quelque chose à l'évidence, voilà, sans qu'il y ait besoin de raconter un tas d'histoires autour, en se posant en disant, bon là, je vais chercher, en toute logique, qu'est-ce qui peut se passer. Voilà. Et si on est suffisamment ouvert
finalement, c'est ça l'esprit scientifique, être suffisamment ouvert, ouvrir par son imagination et corroborer les choses, pouvoir les appuyer, son hypothèse, son intuition, avec des équations, avec des vérifications. Alors, est-ce qu'on doit avoir peur de la dimension subtile? Est-ce qu'on doit avoir peur de cet invisible? C'est vrai que beaucoup de personnes se ferment à ça par peur. Et du coup, eh bien, ferment les vannes, et pour autant, ça ne ferme pas les interactions, mais elles s'y ferment parce qu'elles ont peur, parce que finalement, elles ne comprennent pas, ou elles ont eu un contact avec ça par des versions trop, justement, ésotériques, le fruit d'interprétation de certaines personnes, de mystification. Mais est-ce que réellement on doit en avoir peur? Est-ce qu'il y a de quoi en avoir peur en dehors de la peur de l'inconnu? Je dirais que oui et non. Alors, c'est un peu normand comme réponse. Mais il y a du oui et il y a du non, mais pas forcément là où on croit. Mais je dirais ni plus ni moins que la dimension matérielle. Même s'il y a plusieurs dimensions invisibles qu'on pourrait regrouper sous la dimension invisible par opposition à la dimension visible, mais plutôt, je préfère dire la dimension subtile, vibratoire, énergétique. Il y a ni plus ni moins de danger dans chaque dimension invisible que dans la dimension matérielle. Dans le monde, dans la vie de tous les jours, il y a des personnes qui sont bienveillantes, il y a des personnes qui sont malveillantes, on peut se faire aider, on peut se faire agresser, on peut se faire influencer, on peut se faire polluer. Maintenant qu'on parle de beaucoup de choses, on parle de manipulateurs, de pervers narcissiques, de relations toxiques, etc. Donc on voit bien que finalement, il y a beaucoup de choses qui se passent sur ces plans-là, en amont des actes. Eh bien, dans l'invisible, c'est la même chose. Simplement, c'est plus impressionnant parce qu'on ne le voit pas. Et qu'on ne voit pas nécessairement les mouvements d'énergie ni les auteurs, éventuellement, si on parle de formes d'intelligence qu'on ne pourrait pas voir avec nos 5 sens. Donc, il y a autant de menaces que d'atouts, en quelque sorte. Il y a de bonnes et de mauvaises énergies, tout simplement. Et c'est intéressant de les apprivoiser, de comprendre ce qui se passe pour avoir un œil plus éclairé, plus vigilant. Être ni parano, ni innocent, candide, et finalement, eh bien, par naïveté, en ramasser 2 fois plus. Il faut savoir aussi que, comme je l'ai un petit peu expliqué tout à l'heure en introduction, le subtil est déjà en nous. Nous avons déjà une part de subtil en nous. Donc, tout cet invisible, ces phénomènes, ils sont déjà en nous, ils nous constituent. Notre corps physique ne représente qu'une infime partie de notre être. C'est comme la partie émergée d'un iceberg par rapport à la partie immergée. La partie sous l'eau est beaucoup plus massive, beaucoup plus importante. Eh bien, ce qui est sous l'eau, on pourrait dire qu'en proportion, ça représente l'invisible, le subtil, le vibratoire, et ce qui est au-dessus de l'eau, le visible, la matière. Vous savez, la science, et ceux qui me connaissent savent que j'aime bien me référer à la science, me tenir au courant de ce qui est découvert, exploré sur ce plan-là, dans ces disciplines. Vous avez peut-être entendu parler de l'énergie noire, de la matière noire. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à faire vos propres recherches. On a constaté que l'univers est constitué majoritairement de matière noire, d'énergie noire. Et on parle de matière, mais c'est une matière subtile, pas une matière physique qui serait noire. D'ailleurs, en anglais, c'est dark, en fait, c'est sombre. Mais on l'a traduit par noir, au sens qu'elle n'est pas visible à l'œil nu, mais qu'on en constate les effets, un petit peu comme le vent qu'on ne voit pas, mais on en constate les effets par les feuilles qui fait bouger des arbres, par exemple, ou de ce qu'on ressent sur le visage. C'est un peu la même chose. Par la déformation d'images, télescopes, etc., on a vu que par l'éduction, il y avait ça, ces énergies qui étaient présentes et qui représentent 95%
de l'univers. Donc la matière physique ne représente que 5%. Vous imaginez un iceberg avec que 5% immergé. Vous voyez, l'image, j'étais bien en dessous du ratio, en fait. Donc ça, c'est un fait, ça a été étudié. Voilà. On n'a pas fini d'en faire le tour, mais ça a été quand même une sacrée révolution de découvrir ça. Alors que nous sommes dans une société qui est tellement axée sur l'apparence des choses, sur ce que l'on voit, on a l'impression que c'est même plus important que ce qu'on entend ou ce que l'on sent. Le visuel, la culture du visuel est extrêmement prépondérante et même tyrannique de nos jours. Bien, en fait, ça représente une petite partie, un cinquième de ce qui se passe sur les 5 sens, qui nous permet de percevoir, d'appréhender le monde, et tout cela représente une infime partie du reste. Donc, c'est rien. En tout cas, pas grand-chose. Et donc, le subtil est déjà en nous, au travers de termes que vous avez certainement déjà entendu parler. On parle de chakras, qui sont nos centres énergétiques. On a notre psyché, on a notre ego, qui est dans l'inconscient. Bon, la médecine chinoise s'intéresse aux méridiens. C'est en fait les vaisseaux énergétiques qui circulent en nous, qui forment une sorte de matrice qui vient alimenter le corps physique. Donc, quand ça ne marche pas au niveau des méridiens, au niveau physique, il y a des problèmes. Donc ça permet de remonter à N-1 et de permettre, faire en sorte que le travail après du médecin soit facilité parce que en amont, c'est déjà dégagé. Et il y a bien d'autres plans encore, que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais nous sommes alimentés par beaucoup d'énergies différentes sans lesquelles nous ne pourrions pas vivre. Voilà. Elles sont absolument indispensables. Aussi, au chapitre, toujours, est-ce qu'on doit avoir peur de cette dimension subtile? Le fait qu'elle soit en nous, c'est arrangé dans la colonne des bien sûr que non. Et dans les un peu oui et beaucoup oui, on a bien, les pratiques ésotériques qui ne sont pas cadrées. Il y a beaucoup, aujourd'hui, avec le New Age, qui est arrivé principalement des États-Unis, qui a permis, au début du siècle, au XXe siècle, de donner accès à un grand nombre de personnes à toutes ces connaissances, ces notions concernant l'énergétique, la spiritualité, toutes ces choses-là, ça donne un accès au grand public, alors qu'avant c'était réservé à des initiés. Donc ça a eu cet avantage de sensibiliser le grand public à cette dimension. L'autre côté de la pièce, c'est que à force de simplifier et de banaliser et de faire des raccourcis, on finit par des contradictions, des contresens, et à retirer l'essence des choses et le sens. Donc on a à la fin une soupe light, édulcorée en plus, on rajoute des édulcorants pour compenser, comme dans la cuisine. Et finalement, ça fait de la malbouffe. Voilà. Et on ne comprend pas pourquoi on n'est pas nourri, et on est frustré, et qu'on a encore faim, et voilà. C'est exactement pareil. Et du coup, il y a beaucoup d'approximations et d'impasse. Mais on n'est pas encore dans le danger. Là où ça commence à devenir dangereux, c'est quand il y a des pratiques qui ne sont pas cadrées, des gens qui vont dans, on va dire, la voie sauvage, ils ne se forment pas, ils ne se relient pas à un enseignement structuré, qui est sérieux, et qui fait que ils vont vouloir apprendre par eux-mêmes, se dire, de toute façon, j'ai des guides, des esprits, d'autres dimensions qui m'apprennent, qui m'enseignent, j'ai pas besoin de recevoir un enseignement ici, voire au contraire, c'est moi qui vais apprendre aux autres, et je n'apprends pas à me protéger correctement, et ainsi de suite, ce qui fait que on a malheureusement une flopée de personnes qui sont dans la voie sauvage, qui se retrouvent plus ou moins illuminés ou charlatans, consciemment ou inconsciemment, parce que parfois il y en a qui profitent du fait que comme ces sujets on le vend en poupe, on va faire du business, comme ça se voit pas, ça va bien se vendre, on vend du rêve, on vend des promesses,
et puis après, s'ils sont pas contents, on pourra toujours dire que c'est de leur faute. Bon. Mais sauf que parfois, il y a des pratiques à risque, aussi bien pour la personne qui pratique, pour elle-même, mais pour les personnes qu'elle va entraîner dans son sillage. Donc, les stages, à un moment donné, c'était la Kundalini, après il y a eu le chamanisme, des choses comme ça, des gens qui vont faire partir, des gens en voyage chamanique, puis ils vont pas gérer quand ça se passe pas bien. Donc quand ça se passe bien, ça va. C'est un peu comme un voyage, quoi. On souscrit pas d'assurance, pas de problème, ça va. Puis quand c'est un problème, on voit tout de suite ce qu'il aurait fallu faire. Voilà. Donc j'entends régulièrement des incidents. Maintenant qu'il y a YouTube et autres, eh bien, certaines personnes qui ont eu des mauvaises aventures, en général témoignent. Même pour la montée de la Kundalini, hein, ça peut carrément vous faire un pet au casque, hein, se faire céder le système nerveux, enfin, pour vraiment des dégâts sérieux et parfois irréversibles. Donc, médecine douce, attention, hein, c'est pas toujours tout doux. Hein. Donc, faites très attention. Qui est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous suivez? Est-ce que la personne sait ce qu'elle fait? À quoi elle se relie? Comment elle travaille? Si elle se protège? Si elle est saine? Si elle n'est pas bardée de parasites et autres. Et avant, aussi bien de faire un stage que de suivre un soin, d'avoir, comment dire, de recevoir des soins énergétiques. C'est très, très important. C'est très, très important. Et il est très dommage que certaines disciplines soient discréditées à cause de personnes qui les pratiquent en dépit du bon sens, qui vont être sous le feu des projecteurs et qu'on va prendre pour exemple, alors qu'elles ne sont pas du tout représentatives du potentiel réel de ce que peut réellement accomplir une personne qui travaille correctement. Voilà. C'est un peu comme pour un enseignant, il y a les mathématiques, il y a le programme qui est proposé, il y a l'enseignant et sa manière de transmettre. Il ne faut pas tout mettre dans le même sac. C'est pas parce que j'aime pas mon prof de maths que les maths sont nuls. Et malheureusement, eh bien, ça paraît évident, mais pourtant on réagit exactement de la même manière avec un certain nombre de disciplines en jetant le bébé avec l'eau du bain, parce qu'en fait, eh bien, au départ, on a envie de croire ou on n'a pas envie de croire, et du coup, on va chercher des arguments qui nous permettent de prouver, de donner raison à ces croyances. Voilà. Donc, faites très attention à ce chapitre. Et puis, bien sûr, les dérives, égotiques, hein, parce que souvent, malheureusement, l'ego, il enfle. Quand on est dans ces pratiques en voie sauvage et puis non cadrées, et puis, à un moment donné, pouf, c'est la chute. On le gouroutise, c'est la voie ouverte aux sectes, enfin, voilà. Donc, toutes ces choses existent. Donc, au chapitre de doit-on avoir peur de la dimension subtile, c'est pas vraiment la dimension subtile, là, c'est plutôt ses applications, ce qu'on peut en faire. Voilà. Donc, je profite de ce webinaire d'ouverture pour mettre un gros attention, aussi bien à ceux qui sont là en direct qu'aux personnes qui écouteront le replay. Oui, il faut être vigilant. Voilà. Mais oui, il y a un potentiel formidable qu'on n'a pas fini d'explorer. Alors, qu'est-ce que le monde de l'invisible? J'ai parlé de ce qui se passe si on n'en a pas connaissance, on n'a pas attention, est-ce qu'il y a des risques ou pas? Mais qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien déjà, on pourrait dire, l'énergie, c'est la matière première de l'univers. Et l'énergie constitue ce monde subtil. Donc, le monde subtil et énergétique est constitué de la matière première de l'univers. Et il y a plusieurs types d'énergie, comme j'avais évoqué tout à l'heure. Et ces énergies, eh bien, nous traversent, donc sont autant en nous qu'à l'extérieur de nous. Et nous permettent, eh bien, de croître, de constituer la matière physique, de faire en sorte que nos cellules ne fassent pas n'importe quoi dans tous les sens, de nous donner une conscience, et ainsi de suite. Chaque type d'énergie va en quelque sorte avoir sa tâche, son rôle.
c'est pas à la louche, c'est pas le bazar. L'univers, l'invisible, est vraiment structuré. Et au fur et à mesure qu'on avance dans les connaissances, eh bien, et qu'on se replonge aussi dans les connaissances ancestrales, on s'aperçoit que nos prédécesseurs en savaient beaucoup et que, en réunissant ça avec les connaissances actuelles et nos moyens technologiques, on peut aller encore plus loin de manière encore plus précise. Et on développera ces sujets dans des webinaires à venir, aussi dans les formations, puisque là, évidemment, je ne peux pas tout développer ce soir. C'est surtout un état des lieux, une introduction, puisque chaque sujet pourrait être l'objet d'heures et de jours de développement. Le monde dans l'invisible, comme je disais tout à l'heure, il est situé en deçà du niveau subatomique, donc c'est vraiment pour ça qu'on dit subtil, on a trouvé ce mot, subtil, énergétique. Parfois on parle de vibratoire, parfois on parle de quantique, parce que c'est soumis aux lois de la physique quantique, mais je n'aime pas trop utiliser le mot quantique, qui est utilisé à toutes les sauces, alors que c'est un terme scientifique, et qui ne concerne pas véritablement, qui ne serait pas approprié dans ce cadre-là. C'est soumis aux lois de la physique quantique, mais ce n'est pas un synonyme, même si on le voit à toutes les sauces. J'ai même entendu parler de magnétisme quantique. C'est comme s'il disait on va faire un stage de cuisine comestible. À un moment donné, il y a redite. Ça s'applique à tout l'univers aussi, cette énergie, ces énergies. Donc ça concerne tout l'univers, du macrocosme, l'univers extérieur, au macrocosme, notre univers intérieur. Et aussi, diverses formes de vie sont situées dans cette trame subtile. C'est-à-dire que il y a les êtres humains qui sont constitués de chair, d'os, de tissus, etc., mais aussi de corps énergétiques subtils, de centres énergétiques. Tout ça va former une systémie. Et nous avons aussi, eh bien, effectivement, d'autres formes de vie intelligentes. On parle d'entités, on parle aussi de défunts, mais finalement, les défunts, ce n'est qu'un être vivant qui n'a plus son corps physique. On parle du règne angélique, du règne élémental, voilà. Donc, on a effectivement différentes formes de vie qui sont constituées de cette énergie, mais pas d'énergie on va dire, de matière. Voilà, de matière. Alors que nous sommes en quelque sorte, nous couvrons tout le spectre, du plus subtil jusqu'à la matière. On pourrait dire que finalement, la différence entre une entité et un être humain, c'est que une entité, ou même, voilà, selon votre vocabulaire, vos croyances, vos convictions, vos connaissances, la différence donc entre un être humain et une entité, ou un archange, ou vos guides, ce que vous voulez, c'est que eh bien, l'être humain descend sur le plan subtil, du plan subtil jusque sur la matière, alors que une entité ou d'autres formes de vie subtiles vont s'arrêter avant, ne vont pas descendre jusque-là. Donc on a un spectre plus réduit, en quelque sorte. Alors que nous existons également sur les plans sur lesquels elles existent. Et ça donne le vertige. Sachant que nous n'en avons pas conscience. On a conscience de ce qui se passe ici sur le plan matériel. On pourrait dire, attends, comment ça j'existe sur le plan subtil? Je ne me vois pas sur le plan subtil. Oui, parce que chaque partie n'est pas consciente nécessairement des autres. Donc chacun croit qu'il est tout seul chez lui. Et certaines personnes ont des sens subtils, dont on reparlera, qui permettent justement de ressentir, de percevoir, par une petite fenêtre en quelque sorte, ce qui se passe de l'autre côté. Ce qui aussi, en croisant les témoignages, les expériences, a permis de confirmer, de corroborer un certain nombre d'éléments. Et puis, dans ce monde de l'invisible, on a aussi tout ce qui est produit par toutes ces formes de vie, y compris nous. Donc, notamment, des émanations sont tout à fait naturelles, des déchets, on dégaze parfois, des pensées, les émotions, des influences, des agressions, voilà. Il y a certaines formes d'agression qui vont être sous la forme de
de pieux, comme des couteaux, des choses comme ça, qu'on appelle des implants, qui sont faits de matière énergétique, qu'on appelle dans la tradition indienne akasha, cette matière énergétique. Et vous l'avez compris, l'invisible est structuré, donc constitué de différents plans d'existence. Donc, on a des plans qui vont du plus dense, la matière, au plus subtil, qu'on pourrait appeler le plan divin. Et pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, certains sont dans la dualité, d'autres dans l'unité. Et nous existons à la fois dans l'unité et la dualité. Il est réparti sur plusieurs dimensions, pour nous principalement l'espace-temps, habité donc par différentes formes de vie, comme on l'a vu, et structuré, hiérarchisé. Nous avons une hiérarchie sur le plan de notre humanité. Il y a aussi une hiérarchie sur d'autres plans, qui obéit à d'autres types de fonctionnement, d'autres lois, mais pour que ce ne soit pas le bazar, ce n'est pas un hasard si nous nous sommes structurés de cette manière-là. Et si ce n'est pas le bazar dans l'univers, si c'est ordonné, justement, c'est qu'il y a un ordonnancement, et donc une structure, une hiérarchie, sinon c'est l'anarchie. Voilà. Et tout cela répond à des lois. Il y a des lois physiques, on a appris tous à l'école, certaines lois physiques. Eh bien, ces lois régissent aussi l'univers sur la dimension invisible. Donc on a des lois qui s'apprennent, qui s'expérimentent, qui sont incontournables, qui régissent l'univers, visible et invisible. Des lois que l'on n'a pas décrétées, des lois que l'on découvre, puisque ce sont des lois finalement auxquelles la nature elle-même obéit. Et qui fait justement que ce n'est pas le bazar. Et en général, nous, par notre libre arbitre, on introduit souvent du chaos, parce que nous sommes chaotiques. Et l'idée, c'est de réduire ce chaos pour revenir à l'harmonie. Par exemple, la maladie, le mal-être, c'est souvent un état chaotique qui demande à repasser à un état d'équilibre, d'harmonie, pour faire disparaître, pour permettre de rétablir la santé, le bon fonctionnement. Que ce chaos soit d'un point de vue matériel, enfin physique, donc nerveux ou énergétique. Alors, comment s'y prendre pour pouvoir bien vivre avec l'invisible et les phénomènes qui sont inhérents à cette dimension? Comment, dans notre quotidien, on peut faire pour faire en sorte que ça se passe bien, au mieux, en prenant en compte cette dimension? Déjà, la compréhension de cette dimension, comment ça fonctionne. C'est-à-dire élargir votre regard, pas considérer que ce sont deux mondes séparés, c'est le même monde. C'est un peu comme si on regardait en étant au bord de la mer, sous l'eau et au-dessus de l'eau. Il n'y a pas, on parle du monde sous-marin, du monde aquatique, et puis il y a le monde aérien. Mais en fait, le tout est dans un même monde, ou dans la terre, sous l'eau, au-dessus de l'air, dans le feu, dans un volcan. Vous voyez, ce sont différents univers, différents environnements, mais ça fait partie du même monde. Eh bien, la dimension invisible, c'est la même chose. Donc, ouvrir son spectre, sa compréhension, par l'expérience, par des enseignements, au travers de livres, de reportages, de formations, d'interviews, d'échanges avec d'autres personnes. Aussi, des soins énergétiques. Des soins énergétiques pour pouvoir se libérer, se nettoyer, se réparer, se restaurer. Donc,
Ça, c'est une chose à faire régulièrement pour s'entretenir. On peut aller voir un énergéticien donc, qui va s'occuper de cette dimension énergétique, justement, d'où son nom, en cas de crise, si vous avez une problématique, mais aussi en entretien, en préventif. Pas attendre que ça n'aille pas. Donc, je conseille souvent tous les 6 mois, à peu près, de retourner faire une séance de suivi pour vérifier que tout va bien et commencer à enrayer des processus problématiques qui auraient pu commencer. Voilà. Il ne s'agit pas d'être tout le temps, avoir tous les mois, avoir quelqu'un pour un oui, pour un non, mais simplement avoir une notion d'hygiène, finalement, énergétique, comme on fait un check-up avec le médecin de temps en temps. Évidemment, les personnes qui ont eu, au-delà d'un certain âge, ou qui ont eu un cancer ou différentes maladies assez lourdes et qui en sont sorties, c'est 2 fois plus important d'avoir ce suivi pour éviter une récidive. Voilà. C'est très important, parce qu'il y a une fragilité qui est induite et pour que ça tienne, c'est important de continuer. Pas se dire voilà, c'est terminé parce que sinon, il peut y avoir une récidive. C'est pas obligatoire, mais c'est un risque. Observez aussi une hygiène énergétique, c'est-à-dire, pour ceux qui ont les outils, se faire des soins soi-même, des petits rituels, méditation, des bains d'eau salée, c'est très bien. Soit on met du gros sel dans la baignoire, soit on va se baigner quand on a la chance d'avoir la mer pas trop loin. Vous savez à quel point ça nous revigore de faire un bain de mer. Le sel, c'est connu, ça purifie, ça nettoie, ça draine les impuretés. Et puis aussi de nettoyer sa nourriture. On verra le prochain webinaire, l'intérêt de nettoyer sa nourriture. Beaucoup de choses passent par là. Et là, quand vous allez comprendre tout ce qui se passe par là, croyez-moi que vous allez tous vous précipiter pour faire ce qu'il faut. Et puis, bien sûr, notre évolution spirituelle, tout ce qui est développement personnel, développement spirituel, évolution spirituelle, notre propre évolution sur notre chemin de vie, nous permet de gagner en conscience, d'élargir, d'ouvrir notre conscience pour nous-mêmes et vis-à-vis des autres. La conscience individuelle jusqu'à la conscience collective. Alors, si tout le monde faisait ça, le monde irait beaucoup mieux. Et bien sûr, la mise en place de protection pour éviter bien certaines influences, pollution ou agression. Agression, ça fait peur, et elles sont pas forcément majeures, mais elles existent. Et on décryptera ça le mois prochain. Donc, voilà un petit peu le topo, si vous voulez, par rapport à ce qu'on peut comprendre en première instance, aborder, évoquer par rapport à la dimension énergétique de l'univers, du vivant et de vous-même. Pour ne pas subir, comprendre ce qui se passe, observer une hygiène énergétique, rester vigilant et ouvrir sa conscience à ces notions pour élargir son spectre de compréhension à son rythme. Voilà, très important de le faire à son rythme pour ne pas risquer de saturer ou de ne pas respecter le rythme d'une autre personne et finalement la braquer, alors que peut-être qu'on aura attendu un petit peu et elle y serait venue par elle-même. Voilà. Et souvent, il faut réentendre un enseignement encore et encore pour à chaque fois comprendre une nouvelle chose autrement et petit à petit intégrer et mettre en application, pas uniquement ingérer intellectuellement, mais intégrer vraiment, vivre les choses. Voilà. Et pas juste collectionner les livres, les formations et les informations. La question après, c'est qu'est-ce que vous en faites? C'est ça qui est déterminant. Qu'est-ce que j'en fais de tout ça?
dans ma vie? Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que je fais tout pareil? Dans ce cas, j'aurai le résultat exactement identique. Ou est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Parfois, il vaut mieux avoir moins d'informations, mais vraiment en faire quelque chose, que beaucoup plus, et puis pas en faire la moitié. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a abordé là? Parce que j'ai couvert un large spectre. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas claires pour vous. Ça peut être eh bien déclencher des interrogations. Alors, Frédéric, je vais allumer le micro, parce que normalement, je vais voir si je peux mettre en route. Voilà. Alors non, tu vas le faire. Voilà. Alors, quelle est la Ok. question? C'est bon. J'ai deux questions. Si, Oui, voilà. Tu as dit chaque plan n'a pas la connaissance de l'autre. En parlant des plans subtils, je ne sais pas si j'ai bien compris. Peut-être que les plans les plus denses n'ont pas la connaissance des plans voilà, les plus élevés, les plus subtils. Mais est-ce que les plans les plus subtils, eux, n'ont pas la connaissance, mais sans pouvoir agir vers enfin, la connaissance des plans les plus denses? Tu vois, est-ce que oui, je le comprends. plus élevé n'a pas la connaissance du plus petit, mais c'est pas l'inverse. Enfin, Tout à fait. Oui. Alors, là, je parlais plus dans le contexte de notre anatomie subtile. Si on prend l'exemple de formes de vie qui sont sur les plans de l'unité, elles ont conscience des plans qui sont en dessous, par exemple. Et nous sommes sur ces différents plans et on a conscience qu'il y a des plans au-dessus. Après, on n'est pas forcément en communication, on n'expérimente pas, en quelque sorte, en direct. C'est-à-dire que si je me branche sur mon plan de l'inconscient, bah, c'est inconscient, je peux pas. Il y a des informations qui vont me parvenir, mais pas l'avoir en direct. Euh, Mes émotions ne sont pas conscientes de ce qui se passe au niveau du plan mental, au niveau des pensées. C'est en ce sens-là que je voulais dire. Par contre, on communique de plan en Hmm. plan. C'est-à-dire que les émotions d'une personne vont rebondir sur l'émotion d'une autre. Euh, les émanations hormonales d'une personne vont déclencher les récepteurs hormonaux de l'autre, et dans le cas d'une séduction, par exemple. Et après, bah, du coup, à l'intérieur de la personne, comme les hormones sont dans tous les sens, eh bien, ça va ressurgir sur le plan émotionnel et ça va remonter, etc., ça va descendre. Mais pas parce que un plan est conscient de l'autre. Voilà. C'est juste que il y a une interaction entre de plan à plan et puis à l'intérieur de notre colonne, en quelque sorte, entre les différents étages de la fusée, en quelque sorte. Voilà. Mais après, quand on parle de formes d'intelligence qui sont sur certains plans, eh bien, elles ont conscience, là, par contre, de ce qu'il y a en dessous. Après, eh bien, une personne qui sera totalement profane à ces choses-là, un être humain qui sera totalement hermétique, eh bien, n'aura pas conscience du tout. Alors qu'il existe bien sur ces plans-là. Si on les coupait, il n'y aurait plus personne. Mais il n'en a pas conscience, il ne le sait pas. Vous avez une autre question? Oui, s'il te plaît. Enfin, tu avais une critique sur le New Age qui a simplifié, qui a édulcoré. Et permis des Euh, choses aussi. Il n'y a pas que du oui, négatif. des choses. Oui. Moi, je voulais savoir, en fait, ton savoir est issu de traditions anciennes, mais est-ce qu'il n'a pas aussi emprunté notamment à une réinterprétation faite au 19e siècle par la théosophie, notamment, et qu'est-ce que tu penserais du coup de la théosophie, toi, par Oui, rapport à ton savoir, par rapport à tout ce qui est gnostique un oui, peu, quoi, en fait, oui. Alors, ces connaissances que je partage sont issues de traditions millénaires. Donc, euh, c'est bien antérieur à la théosophie, l'anthroposophie, etc., avec Lise Bailey, Rudolf Steiner, Alice, voilà, Leadbeater, etc. Euh, Ces mouvements sont très intéressants. Je ne les associe pas au New Age à proprement parler.
c'est très intéressant, ne serait-ce que pour sa culture générale, de regarder ce qui s'est fait. Ils ont fait une relecture de ces connaissances millénaires. Donc, quelque part, en allant chercher dans les connaissances originelles, on a aussi la plupart de ce qu'ils ont retranscrit, répété, plus teinté de leur propre compréhension, qui ont ajouté d'autres pierres à l'édifice, pour certaines, et puis pour d'autres, qui ont finalement, malheureusement, déformé certaines choses. C'est pour ça que c'est bien de s'ouvrir à ces différents courants pour pouvoir aussi voir ce qui nous parle le plus. Parce que ce ne sont pas forcément les traditions les plus anciennes qui sont les meilleures. Ce n'est pas le premier qui est le meilleur. Ce n'est pas parce que c'est plus ancien que ça a plus de valeur. Il y a des traditions, des pratiques comme la Kundalini, c'est très très vieux et pourtant ils mettent la charrue avant les bœufs. C'est risqué, c'est une pratique à risque. Et il y a des pratiques qui sont beaucoup plus récentes et qui pourtant sont très très bonnes. Donc, certaines pratiques très, très anciennes, millénaires, ont été transmises par voie initiatique dans des structures dites structures internes qui sont tout simplement inconnues du grand public. On a les structures externes, on a entre autres la franc-maçonnerie, qui n'a pas bonne réputation parce que elle n'est pas intègre partout, hein, donc voilà, il y a beaucoup elle était pas mal noyautée, politisée, etc. Bon. Et c'est pas du tout la franc-maçonnerie en France, c'est pas du tout comme la franc-maçonnerie en Écosse, par exemple, ou dans d'autres pays. Et même en France, hein, vous prenez les différentes loges, vous allez avoir différence, c'est vraiment ça, 180 degrés. Vous avez les Rose-Croix, vous avez différents mouvements, vous avez la chevalerie, il y a le Lorem Solis, enfin il y a beaucoup de structures externes et puis semi-internes et puis internes, et des structures internes vers l'extérieur, eh bien il y a un mouvement des impulsions régulières qui réinjectent des connaissances, qui réinjectent des compréhensions, qui réinjectent on va dire les connaissances plus originelles pour faire en sorte que pour éviter le phénomène du téléphone arabe aussi, un petit peu, hein, de la déformation. Moi-même, parfois en formation, je ne reconnais pas forcément ce que j'ai dit, alors que les gens sont là et que ça ne date pas d'il y a 2000 ans. Donc, c'est normal qu'il y ait au bout d'un certain temps aussi, de toute manière, une déformation qu'il faille remettre dans les rails. Et donc, l'intérêt de structures aussi internes, eh bien, c'est par cette transmission très limitée, très stricte, d'éviter justement cette dilution, en gardant le jus original et de temps en temps remettre les choses dans l'ordre. Voilà. C'est bon, Frédéric? Ok. Et puis, une chose aussi très importante que je répète toujours pendant et à l'issue d'une formation, c'est expérimenter par vous-même, bien sûr. Je ne détiens pas le savoir absolu, rien de là, loin de là, et moi-même, je continue d'apprendre, d'expérimenter, de rectifier. La connaissance, c'est quelque chose qui doit être entretenu, qui évolue au fur et à mesure de nos compréhensions. Ce qu'on ne peut pas concevoir, on n'y a pas accès. Donc, c'est important de se faire sa propre opinion, sa propre expérience, et de valider ou pas, ou de laisser de côté un moment, et ainsi de suite. Donc, ce qui évite le phénomène de gouroutisation, c'est de se dire, d'avoir la posture en tant qu'enseignant, par exemple, ne me regardez pas moi, mais ce que je vous montre. À la fin, les gens n'ont pas le regard tourné vers le gourou, mais tourné vers ce que lui a perçu, et ça rend les gens autonomes et ça leur permet par eux-mêmes de pousser plus loin leur compréhension, et ainsi de suite. Voilà la différence dans la manière d'aborder les choses. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce qu'on a évoqué? C'est clair pour tout le monde? Bon, c'est très bien. On va pouvoir
on va pouvoir conclure ce premier webinaire de rentrée. Et je vais faire un petit peu les annonces pour la suite, pour savoir ce qu'il y aura de proposé. Déjà, le prochain webinaire, on parlera des interactions occultes, donc, c'est-à-dire dans l'invisible, hein, occulte. J'ai utilisé volontairement ce mot pour aussi arrêter de l'associer systématiquement à certaines pratiques ou certaines notions. Quand on parle d'occulte, si on regarde de toute façon sur le plan étymologique, ça parle de l'invisible, ça parle de ces plans-là, de ce qui se passe de ce côté-là, qui n'est pas visible au premier abord. Donc, beaucoup d'interactions se passent, ne serait-ce qu'au niveau des influences, mais de personne à personne aussi, à commencer par là. Donc, on va étudier tout ça, voir comment est-ce qu'on peut les percevoir, est-ce qu'on peut s'en protéger, en être conscient, comment ça se passe, pourquoi, comment. On va développer ce sujet-là. Ce sera aussi un mardi, comme d'habitude, ce sera le 18 octobre, toujours à 19h. Les inscriptions vont être bientôt ouvertes. Ceux qui sont abonnés à la page d'Emesis sur Eventbrite, eh bien, vous pouvez appuyer sur le petit bouton suivre pour recevoir les alertes, petites notifications à chaque nouveau webinaire. Donc, le 18 octobre à 19h. Et puis, pour ceux qui sont à Nantes ou proches de Nantes, eh bien, du 7 au 9 octobre, il va y avoir le salon Zen et Bio, comme chaque année. Et cette année, j'aurai le plaisir d'animer une conférence dimanche, donc le 9 octobre à 16h, sur le thème du sens de la vie. Trouver un sens à sa vie. C'est quand même une question centrale, une question d'actualité et aussi quelque chose que j'aborde beaucoup dans le cursus Héliosis, que je propose chaque année sur 3 séminaires dans l'année, qui est justement qui permet d'explorer cette question-là au travers de connaissances, de soins énergétiques, de développement spirituel. Donc, je vous invite aussi à aller sur le site d'Emesis pour ceux qui sont en questionnement, qui sont à un carrefour de vie, qui cherchent à comprendre davantage de choses, à pouvoir être autonome et pourquoi pas aussi se préparer à pratiquer aussi une discipline énergétique pour eux, pour les autres, qui cherchent un enseignement qui puisse être suffisamment large, aussi bien dans la pratique que dans la théorique. Donc, je propose ce cursus donc, tous les ans. La prochaine session va démarrer fin octobre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager ces webinaires aux gens autour de vous qui s'intéressent à ces sujets, de vous abonner à la page Eventbrite ou à la page YouTube, sachant que maintenant, ce sont les 2 principaux médias que j'ai conservés pour Emesis sur les réseaux. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre présence à ce premier webinaire des rendez-vous d'Emesis. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'espère vous retrouver le mois prochain pour le 2e épisode. Et pour ceux qui ne sont pas avec nous ce soir, eh bien, j'espère que vous avez passé un agréable replay avec peut-être le plaisir de vous voir à l'écran le mois prochain. Bonne soirée à tous et à très bientôt.